Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et nos vraies voix ce soir, Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, au choix. Une fois vous êtes magistrat, vous êtes président de l'Institut de la Parole. Promis, je trouverai quelque chose d'autre pour demain. Très bien, Laura Tenoudji qui est toujours avec nous, journaliste à France Télévisions. Clotilde Le Petit, avocate, c'est sa première dans Les vraies voix ce soir. Ensemble, on analyse, on décortique l'actualité, puis on vous attend pour débattre avec nous. 0826 300 300. Tiens, dans quelques minutes, notre grand débat, les Français de plus en plus sensibles à la condition animale. Et pour répondre à cette demande, eh bien, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, a annoncé dans le Parisien aujourd'hui en France une série de mesures, 250 millions d'euros par exemple, qui vont être débloqués pour moderniser les abattoirs et les élevages. Les contrôles seront renforcés. Ces mesures peuvent-elles améliorer le bien-être animal? Vous votez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, mais pour l'heure, Sud Radio fait son tour de France. On commente l'arrivée. Sud Radio fait son tour de France. Avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64. Et voilà, on retrouve nos consultants, les anciens coureurs Pascal Chanteur et Vincent Barteau. Bonsoir messieurs. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à vous. Tiens, Vincent Barteau, je vais commencer avec vous. Le champion Sam Bennett, champion d'Irlande, qui est arrivé premier il y a quelques minutes au sprint final. Oui, une étape qui s'est passée tout à fait normalement, avec un petit début de bordure à un moment avant d'aborder le pont de Lille, mais non, ça a été. Puis il est arrivé au sprint et puis Bennett confirme ses victoires sur le Giro et sur la Vuelta. Voilà, il était très heureux d'avoir gagné enfin une étape du Tour de France cette année. Pascal Chanteur, comment vous l'avez vécu cette étape et cette arrivée sur les derniers kilomètres? Écoutez, ce sont toujours des étapes pièges, comme on peut le dire. Il faut faire attention aux chutes, il faut faire attention au vent, les problèmes mécaniques qui peuvent en incomber. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu sur le final. Donc c'est des étapes où tout peut être perdu en quelques secondes. Donc il faut faire très attention. Les leaders se sont bien comportés. Il n'y a pas eu de temps de perdu sur les premiers du classement général. Tant mieux pour eux, et puis un très beau sprint avec cette fameuse victoire de Sam Bennett qui l'attendait. Alors c'est vrai que l'année dernière, alors au même moment, puisque le Tour de France c'était pas en septembre mais en juillet, vous vous rappelez, Philippe Bilger, on commentait les arrivées, le maillot jaune de Julien Alaphilippe. Qu'en est-il des Français, Vincent Barteau? Est-ce que vous êtes optimiste de voir un Français se démarquer dans les prochaines étapes ou pas? Ça serait plutôt leur intérêt. Ouais. Vous voyez les deux coureurs qui sont le mieux placés maintenant, Guillaume Martin de la Cofidis et le petit Bardet de AG2R. Ils sont bien placés pour l'instant, mais il va falloir qu'ils tentent quelque chose. Il ne va pas falloir simplement essayer de suivre. Donc ils peuvent peut-être bénéficier à un moment d'un temps de temporisation des coureurs comme Ineos ou de la Jumbo Visma. Ils peuvent se regarder. Et c'est là que peut en profiter Bardet ou Martin. Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire dans ces prochains jours. Philippe Bilger. Pascal et Vincent, j'ai un trou. Arnaud démarre, il participe au Tour ou pas du tout? Non. Alors, ma question pour vous deux est celle-ci. Vous avez déjà dit à plusieurs reprises que c'était un Tour de France totalement particulier parce que les coureurs n'avaient pas la même préparation que lors des Tours de France traditionnels. Est-ce que ça veut dire tout de même qu'à chaque étape, ils retrouvent eux-mêmes une forme de normalité physique ou non? Alors, non, exactement. C'est que quand on dit qu'ils n'ont pas la même physionomie d'approche de la compétition, c'est sur l'état de préparation. Normalement, le Tour de France, il commençait au bout de 6 mois de compétition. Ce n'est pas le cas. Mais là, étant en compétition, il est vrai que là, ils viennent de sortir d'une journée de repos. Ouais. Donc, ça leur permet aussi de récupérer. Mais ils sont dans l'état de forme qu'ils ont eu en préparation. D'accord. Vous suivez un peu le Tour de France, Clotilde Le Petit, ou pas du tout? Non, je vous vois depuis tout à l'heure, les yeux écarquillés. Qui est Romain Bardet? Je vous demande pardon. Non, mais il n'y a pas de souci, Clotilde. Vraiment. Laura, vous suivez, vous, en tout cas, vous étiez au départ à Nice. J'ai vécu le départ et la victoire, justement, d'Alaphilippe. Donc et après, les déboires. Et donc, je suis, ça m'a permis de me doper un petit peu et de me donner envie de suivre ce Tour très particulier, il faut l'admettre. Et pourtant, ça a fait un record d'audience.
sur France Télévisions. Il y a plus de 6 millions de personnes qui l'ont regardé. Ah oui, les Français ça prouve adorent qu'on le a Tour. vraiment un besoin, malgré la situation, voilà, d'être près de ces événements sportifs et qu'ils sont nécessaires. Alors, pardon Philippe, nous on l'a vu à Lavore. Oui, c'est vrai, vendredi. Un engouement formidable avec le maire, c'était extraordinaire. Oui, les Français sont toujours passionnés par le Tour de France. Philippe David par Philippe David, tout à fait, exactement. Alors, une des actualités de ce Tour, c'est Christian Prudhomme, le directeur du Tour, qui a été testé positif au Covid-19. Alors, ce qui est étrange quand même, c'est que Christian Prudhomme a été testé positif alors qu'il voit beaucoup les coureurs. Aucun coureur pour l'instant n'a été testé positif, Pascal. Non, c'est tout le contraire. Christian Prudhomme ne voit aucun coureur. Ah bon, d'accord. Christian Prudhomme ne fait pas partie de la bulle course. Christian Prudhomme est l'hyper VRP de la Société du Tour de France et il est uniquement en contact avec les partenaires, les grands partenaires et les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux. Donc il côtoie énormément de monde, tout en respectant bien sûr les gestes barrières et les obligations sanitaires. Mais la bulle course, à proprement dit, ne concerne que le staff des équipes et les personnels qui se font tester régulièrement, comme a pu le faire Christian Prudhomme, mais en plus en restant dans une sanctuarisation bulle. Alors il y a des conséquences à la positivité de Christian Prudhomme, c'est que du coup Jean Castex, qui était avec lui dans sa voiture le lendemain, doit se faire tester au Covid-19 et rester 8 jours chez lui. Mais Darmanin aussi, Gérald Darmanin, qui a fait une réunion avec Jean Castex le lendemain de sa visite au Tour de France, va lui aussi se faire tester. Donc effectivement, si Castex est positif, Darmanin aussi, on peut imaginer que tout le gouvernement ne le fera pas. Et j'espère qu'Emmanuel Macron ne le fera pas. Ça a des conséquences quand même. Vincent Barthaud, vous êtes plutôt optimiste, vous, sur le bon déroulé du Tour de France pour la suite par rapport au Covid-19. Toutes les précautions sont bien prises en ce qui concerne les coureurs. Là, on voit que Christian Prudhomme a été testé positif, mais pour les coureurs. Oui, non, je pense qu'on a vraiment fait attention de ce côté-là. Les coureurs restent bien dans leur bulle, ils font la course et après ils sont protégés. Non, je pense que j'espère que ça va aller parce que ça serait quand même très dur qu'il y ait une équipe qui soit exclue s'il y avait malheureusement de personnes du personnel ou de coureurs. C'est quand même, ce serait pas évident. Ouais. Et puis on serait malheureux de voir le Tour de France s'arrêter, mais évidemment ça n'arrivera pas et on vous retrouvera. Oui, Vincent. Non, si j'avais un message à faire passer, c'est que les coureurs font très attention à respecter un certain nombre de préconisations. Ce que je demande absolument au public, c'est de mettre les masques sur le bord des routes, parce que surtout dans l'école, lorsqu'ils applaudissent et lorsqu'ils encouragent les coureurs, gardez bien vos masques. C'est uniquement pour leur sécurité, leur santé, parce que le fait d'être positif Covid les obligerait et les contraignerait immédiatement à abandonner le Tour de France et qui plus est peut-être de faire abandonner la totalité de l'équipe. Moi j'ai vu des photos où effectivement il y avait certaines personnes qui n'avaient pas de masque. Donc si vous êtes passionné du Tour de France et que vous avez envie de continuer de regarder le Tour, mettez un masque quand vous allez applaudir les coureurs. Merci à vous Pascal Chanteur et Vincent Barthaud. On débriefera de l'étape de demain avec vous dans Les Vraies Voix. Sud Radio fait son Tour de France avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64. Allez, on va revenir dans quelques instants pour la suite du tour de table de l'actualité. Puis n'oubliez pas, à 18h30, notre grand débat et cette annonce de Julien de Normandie. 250 millions d'euros qui vont être débloqués pour moderniser les abattoirs, les élevages, les contrôles qui vont être renforcés. Ces mesures peuvent-elles améliorer le bien-être animal? Vous continuez de voter sur Twitter et puis le 0826 300 300 pour débattre avec nous et nos invités. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Laura Tenouji, Philippe Bilger, Clotilde Le Petit. On accueille tout de suite notre vraie voix souéchoise. C'est Mathieu Estadieux qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bienvenue dans Les Vraies Voix. Vous êtes à Souèche, voilà pourquoi je parle de Vraies Voix souéchoise. C'est entre Tarbes et Toulouse, éleveur de vaches Gascogne. Mathieu Estadieux. Comment allez-vous Mathieu ? Très bien, merci. Et merci pour l'invitation. Écoutez, il n'y a pas de souci. Vous êtes notre quatrième vraie voix ce soir, Mathieu. Et justement, on va enchaîner avec le tour de table de l'actualité. Ce sera avec vous, Mathieu. Mais on est chez les fous, là. J'ai une intelligence et un physique très moyen. Ah bon ? La table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère. Mais attendez, on est à la table ronde quand même. On fait pas un barbecue ? Le tour de table de l'actualité. Voilà notre vraie voix souéchoise, Mathieu Estadieux, éleveur de vaches Gascogne. Mathieu, vous vouliez revenir sur cette sordide histoire de chevaux mutilés,
Pierre Mathieu. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est un sujet important à l'heure actuelle. On le voit dans les médias et nous qui sommes éleveurs, qui aimons les bêtes, même si c'est des vaches, on compatit avec les éleveurs équins. Comment dans votre région, comment les éleveurs, comment les habitants de votre région, vos collègues vivent cette histoire de dizaines et de dizaines de chevaux mutilés? Est-ce qu'ils ont peur pour leurs bêtes, pour leurs autres bêtes? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'il y a des éleveurs qui ont peur aujourd'hui pour leurs vaches, par exemple? Alors, je vais parler des chevaux parce que ma sœur a des chevaux, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui est très attentionné avec ses chevaux. C'est vraiment presque des personnes pour elle. Donc, si on les mutile, je pense que déjà, d'un point de vue psychologique, ça sera très mauvais pour elle. Et alors, je ne parle pas des animaux, bien sûr, d'autant plus s'ils sont amputés et qu'ils restent vivants, quoi. Oui, c'est vrai que c'est terrible cette histoire de chevaux mutilés. Je ne sais pas comment vous vivez cette histoire tous autour de la table. Au-delà de la cause animale, moi, je n'ai rien contre les bêtes et j'espère que c'est réciproque. Mais les chevaux, on a un rapport tout de même de familiarité, presque d'amitié avec ces bêtes. Même quand on ne sait pas monter à cheval, on les voit élégants et c'est terrible, comme le dit notre ami, savoir qu'on les mutile en choisissant sa cible, c'est horrible. Non, ce qui est incroyable, c'est que ça concerne à peu près, c'est un peu plus concentré sur une partie de la France, mais beaucoup de départements. Il y a des dizaines et des dizaines de chevaux mutilés. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, on a l'impression d'être dans un mauvais film, c'est qui fait ça, pourquoi les chevaux, dans quel but, Clotilde? Vous n'avez pas la réponse, je sais bien. C'est l'expression d'une cruauté qui vient manifestement de chez nous. Peut-être. Je barque. Voilà, vraiment. Moi, je suis assez. Je viens de regarder un film coréen qui s'appelle Okja. Qui parle qui invente une espèce de cochon, super cochon, industriel, créé par une société et qui va faire l'objet d'une exploitation massive. Et en réalité, il y a l'amitié de cette petite fille avec cet animal. Bon, ça fait réfléchir. Laura Tenucci sur les réseaux sociaux. Alors, on ne parle que de ça sur les réseaux sociaux, les chevaux mutilés. Tiens, Elisabeth Lévy disait une très belle phrase ce matin dans le Grand Matin Sud Radio. Elle disait, les chevaux mutilés, c'est le sujet en ce moment qui réconcilie les Français. Et c'est vrai c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on ne parle aussi que de ça, Laura. Oui, c'est sûr que ça ne divise pas. Et il y a justement sur les réseaux une vraie solidarité. Déjà, d'une part, des propriétaires de chevaux qui se regroupent pour mieux se protéger. Donc il y a des protections par drone qui permettraient, si jamais, quand il y aura des prochains chevaux mutilés, ce qu'on n'espère pas, d'avertir tous ceux qui sont aux alentours. Donc à la fois cette solidarité entre tous les propriétaires et puis cette solidarité, comme vous le disiez, de la France, parce que c'est pas un sujet qui divise, hein. Tout le monde est d'accord avec ça. Et donc je pense que tout le monde veille et fait la traque à celui et à ceux qui opèrent de la sorte. Tiens, Mathieu Estadieux, vous nous parliez de votre sœur qui avait des chevaux. J'imagine qu'elle est très inquiète. Est-ce qu'elle laisse ses chevaux dans son enclos? Est-ce qu'elle les rentre? Est-ce qu'elle les laisse? Est-ce qu'elle reste plus avec eux? Est-ce qu'elle a des caméras de surveillance ou est-ce qu'elle veut en mettre, par exemple? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre sœur? Ma sœur, elle essaye de faire le maximum pour pouvoir les protéger, c'est sûr. Maintenant, on est en période estivale. Le meilleur pour les chevaux, c'est d'être dehors. De ne pas être enfermé, surtout avec les grosses chaleurs qu'on a dans le sud actuellement. Donc, il faut être vigilant. Tous les éleveurs, alors peu importe la production qu'on est, on est sur le qui-vive, on surveille, on regarde. Dès qu'il y a des véhicules qui sont suspects, on alerte la gendarmerie ou on s'appelle entre nous pour savoir si c'est quelqu'un qui est venu voir un voisin ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que cette histoire nous tracasse un peu dans nos campagnes. Alors voilà, une enquête est en cours, évidemment, pour cette histoire de chevaux mutilés. Plusieurs enquêtes d'ailleurs même qui sont en cours. Allez, dans un instant, le grand débat des vraies voix. Les Français, de plus en plus sensibles à la condition animale. Et pour répondre à cette demande, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, a annoncé une série de mesures dans le Parisien aujourd'hui en France. Par exemple, 250 millions d'euros qui vont être débloqués pour moderniser les abattoirs et les élevages. Les contrôles y seront renforcés. Ces mesures peuvent-elles améliorer le bien-être
animal. Est-ce que vous y croyez? Vous votez sur les réseaux sociaux, Facebook et le compte Twitter de Sud Radio. Jean-Marie. Et vous êtes 79% à répondre oui sur le Twitter de Sud Radio. Oui, on peut améliorer le bien-être animal en modernisant les abattoirs. Et on sera dans un instant avec Brigitte Gauthier, la cofondatrice de l'association L214. Et puis vous, évidemment, réagissez, venez débattre avec nous, 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est l'heure de notre grand débat. Les Français de plus en plus sensibles à la condition animale. Pour répondre à cette demande, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, qui a annoncé une série de mesures, entre autres et la plus forte, 250 millions d'euros qui vont être débloqués pour moderniser les abattoirs et les élevages. Les contrôles, eux, seront renforcés. Ces mesures peuvent-elles améliorer le bien-être animal? Le 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Et puis vous votez sur les réseaux sociaux. Une première tendance, pour le moment, c'est un grand oui. Oui à 80%. Il veut faire un grand élevage de lapins en plein air. Pour payer pour les jours. Pognon, 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 pognon. Je n'entends parler que de ça tous les jours. 2500 pièces d'or? Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on en débat avec nos vraies voix. Ce soir, Philippe Bilger, Laura Tenoudji, Clotilde Le Petit, notre vraie voix souéchoise, Mathieu Estadieux, éleveur de vaches Gascogne des Pyrénées. C'est à Souèche, voilà, entre Toulouse et Tarbes. Et puis, notre invitée, merci Brigitte Gauthier d'avoir accepté de débattre avec nous. Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214. On ne vous présente plus, Brigitte. Combien de temps maintenant? Quel âge a l'association L214? Elle a 12 ans. 12 ans, voilà, 12 ans. 250 millions d'euros pour moderniser les abattoirs et les élevages. Brigitte Gauthier, comment vous accueillez la nouvelle? Satisfaite, j'imagine? C'est mitigé quand même. C'est mitigé. Non, c'est bien qu'il y ait la volonté, en tout cas, de changer les choses sur les élevages et les abattoirs, mais là, on n'a pas vraiment le détail des mesures. Ça veut dire quoi, moderniser les abattoirs? Est-ce qu'on va supprimer les pires pratiques, celles qui sont reconnues par les scientifiques comme étant plus douloureuses pour les animaux, comme l'abattage sans étourdissement, l'abattage au dioxyde de carbone pour les cochons, ou la suspension des oiseaux avant même qu'ils soient inconscients? Enfin, il y a vraiment des sujets sur lesquels on pourrait avancer, et ça, moi, j'ai pas entendu Julien de Normandie le préciser. Et puis, il y a une question où il faut prendre un petit peu de recul. Moderniser les élevages, par exemple, est-ce que c'est juste poser une climatisation? Est-ce que c'est vraiment se poser la question quel modèle d'élevage pour demain? Donc quel modèle d'élevage, quel modèle agricole, quel modèle alimentaire? Il y a vraiment des questions profondes justement où on attend des réponses aujourd'hui, notamment par le référendum d'initiative partagée, le référendum pour les animaux aussi, où on a des propositions sur l'élevage intensif. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et là, il n'y a pas beaucoup de détails dans ce qui a été avancé par Julien de Normandie. Tiens, il va vous répondre, Mathieu Estadieux, qui est avec nous, éleveur de vaches Gascogne de Pyrénées. Est-ce que c'est en modernisant les abattoirs et les élevages, Mathieu Estadieux, que du coup, on va participer à l'amélioration du bien-être animal? Vous entendez ce qu'a dit Brigitte Gauthier. Qu'est-ce que vous lui répondez, Mathieu? Bonjour tout d'abord. Déjà, le bien-être animal, il commence dès la naissance. On ne parle pas que de l'abattage. Je pense que c'est important de bien faire vivre nos animaux. Alors j'espère que j'en fais partie, mais c'est vrai qu'il y a toujours des mauvais élèves. Donc que ce soit au niveau des abattages, des abattoirs, ou au niveau aussi des éleveurs. Mais on montre toujours les mauvais élèves. C'est toujours le problème, quoi. Donc c'est vrai que les bons élèves, on ne les montre pas assez. Et je comprends de temps en temps que les L214 soient irrités par rapport aux pratiques qui se fait pour l'abattage des animaux. Donc vous dites en gros que c'est une minorité d'éleveurs. Tiens, c'est ce que dit d'ailleurs de Normandie. Quelques cas particuliers inacceptables ne doivent pas jeter l'opprobre sur une profession qui fait bien son travail, que je soutiens et qui a ma confiance. Brigitte Gauthier, c'est donc ce que dit le ministre de l'Agriculture et Mathieu Estadieux. Voilà, c'est une minorité d'abattoirs et d'éleveurs. Alors, il faut distinguer effectivement... Ce que vous reproche souvent les éleveurs, c'est de mettre en lumière une petite minorité d'abattoirs. Alors, pour les abattoirs, quand on avait montré les images des abattoirs d'Alès, Le Vigan, Mauléon, le ministre avait décidé de faire un audit sur l'ensemble des abattoirs d'animaux de boucherie, donc sur à peu près 260 abattoirs. Et à la fin de cet audit, c'était montré que finalement, 80% des chaînes d'abattage présentaient des non-conformités. Donc, ce qu'on nous avait présenté comme une exception se confirmait plutôt comme étant la règle en ce qui concerne les abattoirs. D'autre part, on a montré déjà des images d'abattoirs qui respectaient la réglementation, notamment un abattoir dans le Jura, un abattoir de chevaux, et les images, elles étaient
aussi terrible. Et en ce qui concerne les élevages, on peut distinguer deux choses. Une maltraitance qui serait du fait d'une négligence de l'éleveur ou d'une situation très critique des éleveurs pour eux-mêmes, déjà. Par exemple, les images qu'on a montrées sur cet élevage de canards reproducteurs à Lichos, on ne sait pas encore s'il a été complètement débordé, l'éleveur, ou si c'est juste, effectivement, il s'en fout, et puis c'était comme ça. Donc ça, c'est une forme, effectivement, de maltraitance animale par des actes qui conduisent à cette maltraitance. Mais il y a aussi une maltraitance structurelle. Quand vous avez des poules dans des cages, quand vous avez une truie dont les petites têtes à travers les barreaux de la stalle dans laquelle elle est enfermée, quand vous avez des poulets à 22 par mètre carré, ils sont 10 000 dans un bâtiment. Moi, je suis désolée, on ne peut pas parler de bien-être animal. Et aujourd'hui, 80% des animaux qui sont abattus en France sont issus d'élevages où ils n'ont pas d'accès à l'extérieur. Voilà, enfin, il y a vraiment deux cas structurels. Voilà. Allez, on va faire réagir nos vraies voix. Mathieu, juste avant, Mathieu, allez-y. Avant de donner la parole à Laura. Mathieu Estadieux, éleveur de vaches Gascogne des Pyrénées. Je ne suis pas d'accord par rapport aux 80% des bêtes abattues qui sont en permanence dedans. Si vous voulez... moi, je vais vous dire, mes bêtes, elles passent minimum entre 8 et 10 mois dehors dans l'année. Donc, c'est sûr qu'en finition, on est obligé de les engraisser. Et pour les engraisser, pour limiter les déplacements, notamment pour les boire et pour les manger, on les enferme. Mais jamais, il y a tout le temps une règle qui stipule qu'il faut pour une vache, par exemple, je parle des vaches parce que c'est la production que je fais, il y a minimum 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, c'est 2 mètres par 6. Moi, je peux vous garantir que ce n'est pas assez. Donc, c'est sûr qu'on pourrait augmenter la surface d'engraissement. Voilà. Mais les lois nous disent 12 mètres carrés minimum par bête pour pouvoir être enfermé en stabulation, en bâtiment. C'est tout. Mais je parle toujours en finition. Donc il faut revoir la loi, il faut revoir aussi ce qui est légal et pas légal, et ça va peut-être passer par là aussi, cette modernisation des abattoirs. Laura ? La modernisation des abattoirs, elle passe aussi par nous, consommateurs. Ah oui, parce que quand on voit... tout le monde a voyagé en France, beaucoup de Français sont restés ici pendant les vacances et ont pu se promener et voir effectivement des vaches en liberté, des animaux. Et quand on voit ces animaux-là, on dit, si on les mange après qu'elles aient vécu un certain nombre d'années, ça nous semble moins grave parce qu'on les voit heureuses. Mais c'est pas le cas des vaches et de la nourriture que vous trouvez en hypermarché. Faut être réaliste. Moi, je pars du principe que quand vous trouvez de la côte de bœuf à 9 € le kilo, est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle vient d'un bœuf qui a été élevé en pleine nature, qui a eu des super conditions? C'est pas possible. Vous pouvez pas avoir à 9 € le kilo des bonnes conditions d'élevage pour des animaux. Donc c'est à nous, consommateurs, parce qu'avant que l'État mette tout ça en place, c'est bien de prendre des mesures, mais ça va dans les deux sens. C'est à nous, consommateurs, de réduire notre consommation de viande. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours, ni 3 fois par semaine. D'ailleurs, avant, la consommation de viande, c'était très rare et c'était un luxe. Donc revenons à ça et changeons notre manière de consommer et arrêtons d'acheter en hypermarché de la viande dont on sait la provenance. Philippe Bilger, vous en faites pas, ce soir on va manger une bonne entrecôte ensemble. Vous voyez soupirer, Philippe. Pardon de faire de la provocation. Évidemment, tout ce qui va éradiquer la souffrance, les mauvais traitements, je suis pour. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on tombe un peu sur la tête aujourd'hui avec la condition animale? Je veux dire, est-ce que j'ai l'impression que ça devient... J'aime beaucoup citer Karl Marx, ça va faire plaisir à Clotilde. Il disait que la religion était l'opium du peuple, ça m'intéresse pas, mais il ajoutait, c'est le cœur d'un monde sans cœur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Brigitte, que l'espèce de dilection pour la condition animale, les animaux aujourd'hui, c'est une sorte de cœur pour un monde qui n'en a plus par ailleurs? Brigitte. Ouh là là, non, je crois pas. Au contraire, c'est... Et que ça nous détourne, pardon, je finis, de l'essentiel. Non, je crois pas. Je crois justement, c'est remettre du sens dans ce qu'on fait. C'est-à-dire de se préoccuper des conséquences de nos actes. Aujourd'hui, on mange 3 fois par jour. Voilà, enfin, pour ceux qui ont la chance de pouvoir manger 3 fois par jour. Et nos actes d'achat, ils ont des conséquences. Et ces conséquences, elles sont effectivement sur les animaux, sur leur vie qui peuvent être, leurs conditions de vie qui peuvent être plus ou moins pires, sur les conditions d'abattage qui sont les mêmes pour tout le monde, quelle que soit la vie qu'ils ont eue avant. Ça a des conséquences sur l'environnement. On en parle, les algues vertes,
la consommation d'eau, les surfaces nécessaires pour pouvoir nourrir l'ensemble des habitants. En végétal, on dépense beaucoup moins d'énergie et de ressources qu'en se nourrissant de produits d'origine animale. Il y a la question, on vient de prendre une zoonose, là on a tous nos masques juste derrière nous, on prend une zoonose qui vient d'animaux sauvages qu'on est allé chercher en déforestant pour pouvoir encore faire pousser des aliments qui justement vont aller nourrir la majorité pour les animaux d'élevage. Je ne parle pas des vaches de Gascogne, encore qu'en finition, je me pose des questions, mais on a vraiment des questions fondamentales, et aujourd'hui, même les éleveurs, même les ouvriers d'abattoirs, sur des abattoirs qui tournent quand même à 3 millions d'animaux par jour tués dans les abattoirs, qui ne sortent pas des revenus extraordinaires, qui sont au bord de l'asphyxie. Il faut un plan de relance de 250 millions d'euros pour moderniser. Moderniser, normalement, ça devrait dire évolution. Enfin, voilà. Et l'évolution, comme vous l'évoquiez, il faut réduire absolument notre consommation. Il y a une enquête qui est sortie aujourd'hui. Si la moitié des élèves dans les écoles optent pour les repas végétariens, c'est une réduction de 28 à 38% des émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même mais la viande, c'est mal. Bon. Non mais Philippe, c'est pas la question, mais il y a plein d'autres choses bonnes. J'en étais resté au porcelet et au poussin. Je trouve que c'est très bien ce qu'on fait. Il y a une réforme. Au porcelet, alors les poussins, on va arrêter de les broyer probablement en 2021. C'est pas mal. Les porcelets, on va arrêter de les castrer, mais enfin pour revenir sur les porcelets, c'est 95% des cochons qui sont élevés sur caillebotis, c'est-à-dire au-dessus de leurs excréments, dans des bâtiments fermés sans aucun accès à l'extérieur, avec les truies qui sont dans des stalles où elles peuvent juste se lever, se coucher, pas avancer, pas reculer. Vous êtes terrible. C'est ça. Non mais Philippe, je suis pas d'accord. Je pose des arguments. Je suis pas d'accord avec vous, parce que quand vous êtes devant votre assiette et que vous avez votre petit jambon, si on vous donnait un QR code pour flasher, et si vous voyez la provenance et l'élevage de la bête que vous êtes en train de manger, peut-être que vous... Mais je n'y tiens pas, Laura. Non, mais alors que si vous savez qu'elle a été élevée dans des bonnes conditions, c'est pas la même chose. C'est pour ça que oui, la viande c'est bon, mais si on se met pas tous ensemble à changer nos comportements, ça ne peut qu'empirer. Donc on peut aussi se restreindre. Il y a plein de choses. Vous pouvez manger de la viande un tout petit peu moins, pas tous les jours. Mais je pense que c'est justement un bon petit steak de tofu. Est-ce qu'il faut être un citoyen au moment où on a quelque chose? On va poursuivre le débat. C'est peut-être l'assiette qui pourrait nous détourner de l'essentiel. C'est super important. S'il vous plaît, on va poursuivre le débat dans quelques instants. Puis si vous voulez, Brigitte Gauthier, vous pouvez emmener Philippe Bilger voir des élevages et des abattoirs. Peut-être qu'il va changer d'avis. Je vais vous mettre en relation, Philippe Bilger et Brigitte Gauthier. Le grand débat, les Français de plus en plus sensibles à la condition animale. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui annonce une série de mesures, 250 millions d'euros qui vont être débloqués. L'objectif, c'est de moderniser les abattoirs et les élevages. Les contrôles vont être renforcés. On va en parler dans quelques instants. Ces mesures peuvent-elles améliorer le bien-être animal? Vous êtes toujours 80% à nous répondre oui. Et puis, on vous attend. Venez débattre avec nous. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Clotilde Le Petit, Laura Tenouji, Mathieu Estadieux qui est avec nous, éleveur de vaches Gascogne des Pyrénées. Il est avec nous, c'est notre vraie voix ce soir. Et Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214. Le grand débat des vraies voix, on le poursuit. Les Français de plus en plus sensibles à la condition animale. Pour répondre à cette demande, le ministre de l'Agriculture a annoncé une série de mesures, entre autres, et la plus forte, 250 millions d'euros qui vont être débloqués pour moderniser les abattoirs et les élevages. Les contrôles, eux, seront renforcés. Ces mesures peuvent-elles améliorer le bien-être animal? Toujours 79% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Et puis le 0826 300 300, venez débattre avec nous. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et on accueille Christine qui nous appelle de Bergerac. Bonsoir Christine. Bonsoir tout le monde. Eh bien, bonsoir à vous Christine, bienvenue dans Les Vraies Voix. Tiens, pour répondre à notre question, est-ce que vous êtes d'accord avec les 79% de nos auditeurs qui disent oui, les mesures annoncées par De Normandie peuvent améliorer le bien-être animal? Écoutez, en vérité, le bien-être animal, quand ça finit dans une assiette, que ce soit modernisé ou pas modernisé, la finalité étant la même, je pense que oui, ça peut aller, ça peut être mieux, mais c'est pas ça quand même. Ouais. Voilà, je voulais vous dire au sujet une loi est passée où on reconnaissait la sensibilité animale.
Mais malheureusement, ce n'est pas les abattoirs ne tiennent pas compte du tout de ce paramètre, quoi. Je trouve ça navrant. Je tenais quand même à féliciter énormément l'association L214, que je trouve efficace et qui met le doigt vraiment là où c'est dégueulasse, quoi. Parce que tuer des animaux ou les faire souffrir dans le but de nourrir l'humanité, je trouve qu'il n'y a pas de dignité à cela. Voilà. Christine, j'imagine, en vous entendant, que vous ne mangez pas de viande, Christine. Quand même un peu. J'en ai eu mangé, mais maintenant, quand je vois un beefsteak et que je sais que toute la souffrance qu'il y a pu y avoir derrière, j'ai l'écœurement, quoi. Je comprends pas qu'on puisse faire souffrir pour manger, voilà. Vous pourrez jamais manger avec Philippe Bilger, par exemple. Ah ben sauf si... Non mais devant vous, je ne pousserai pas la provocation, je ferai comme vous, je ne mangerai pas de viande. Mathieu Estadieux, éleveur de vaches gasconnes des Pyrénées, quand vous entendez tous ces Français qui mangent de moins en moins de viande, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous fait mal au cœur ? Est-ce que vous pensez que c'est toutes ces vidéos, je ne pointe pas du doigt le 214, mais toutes ces associations de défense des animaux qui finalement ont changé un petit peu l'attitude des Français ? Alors écoutez, moi déjà je suis pour la rééducation un peu du consommateur. Je pense que votre collègue en a bien parlé tout à l'heure. Avant on mangeait moins de viande et si bien sûr on achetait de la viande chez nos bouchers et non de surface, les petits commerçants qui eux arrivent à faire vivre la France en créant de l'emploi aussi, bien sûr, on arriverait tout le monde à vivre, notamment les éleveurs. Ensuite je voudrais revenir vite fait aussi. À chaque fois, on fait une fixation et je l'entends aussi sur les poussins, les porcs, le saccage qui est fait, parce qu'on peut parler de saccage à ce niveau-là. Mais il y a des fois, je ne sais pas, j'ai écouté cette dame qui vient d'intervenir là. Christine de Bergerac. Voilà, il y a des gens qui sont dans des EHPAD, qui sont laissés à l'abandon aussi. Donc, on parle de pas mal de choses au niveau des animaux, mais je pense que déjà, au niveau des êtres humains, on n'y est pas. Donc, il y a un très large fossé entre les animaux et les humains. Alors, je sais que je ne vais pas en faire des amis, mais il existe. Et scientifiquement, c'est prouvé. Donc, au jour d'aujourd'hui, déjà, occupons-nous de notre race à nous, et ensuite, derrière, on s'occupera des autres. Mais à partir de ce moment-là, moi je suis pas d'accord quand on entend que si l'animal il a du ressenti, ok, mais bon, les êtres humains ils en ont plus. Et moi par exemple avec mes animaux j'en ai davantage. Mais c'est pas évident d'essayer de trouver le bon consensus pour pouvoir arriver à vivre sans tuer nos animaux. Alors ça, évidemment, c'est un autre débat sur le ressenti et la conscience des animaux. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais on peut en débattre. On a déjà accompli un grand progrès parce qu'à une certaine époque, les animaux étaient des objets. Considérés comme des objets, ils sont devenus des êtres doués de sensibilité. Il y a eu la déclaration de Cambridge 2012 qui reconnaît la conscience des animaux vertébrés et d'un certain nombre d'invertébrés. Mais on est quand même là. Et puis fut une époque où la guillotine était considérée comme un progrès. C'est vrai, hein. C'est sûr. Ne branchez pas là-dessus, sur la peine de mort. Mais parce que, je veux dire, c'était considéré comme un progrès parce que c'était moins de souffrance. C'est pour ça que c'est compliqué de parler de bien-être animal. Parlons de souffrance, de moins de souffrance, mais de bien-être. Merci à vous, Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214. Et j'aimerais remercier notre ami Mathieu Estadieux, éleveur de vaches gascognes des Pyrénées. C'est la fin de notre débat. 250 millions d'euros qui vont être débloqués pour moderniser les abattoirs et les élevages. Les contrôles qui vont être renforcés. Ces mesures peuvent-elles améliorer le bien-être animal ? Eh bien, vous êtes 80% à nous répondre oui, donc, et à y croire. Merci à vous, Brigitte Gauthier. Merci à vous, Mathieu Estadieux. On va tout de suite passer à un autre sujet. Tiens, je vais demander à Frédéric Dabi qui vient de nous rejoindre de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir. Vous mangez de la viande ou pas, Frédéric ? De temps en temps. De temps en temps. Bon, très bien. Et puis, voilà, je suis plus poisson. Je suis plus poisson, mais j'aime bien la viande. Très bien, vous allez bien vous entendre avec Brigitte Gauthier. Le tableau de bord des personnalités, mon cher Frédéric Dabi, Paris Match, Sud Radio, IFOP Fiducial et Philippe Bilger, cet enseignement. Eh bien, c'est Gérald Darmanin qui prend 11 points, hein, Frédéric.
Oui, c'est particulièrement spectaculaire. Vous connaissez l'histoire de ce baromètre. C'est rare qu'on dépasse 5, 7 ou 8 points de plus sur un mois. 11 points de plus, ça, je dirais, sanctionne positivement l'activisme, les prises de position, les très forts mots qu'a eu Gérald Darmanin sur la question de l'insécurité. On l'a vu dans une enquête pour Sud Radio récemment, c'est devenu une des premières préoccupations des Français. Il progresse dans tous les segments de l'électorat de droite, 15 points de plus chez les personnes âgées, 17 points à droite, et clairement, il a marqué positivement l'opinion publique quand dans le même temps, M. Dupond-Moretti recule de 4 points. Il y a cette opposition qui naît entre le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur dans l'opinion publique. Avantage pour Gérald Darmanin. Est-ce que ça a profité à Gérald Darmanin, son expression qui est devenue très célèbre, l'ensauvagement de la société? Sûrement. Oui, clairement oui. Vous avez vu le sondage dont je parlais tout à l'heure. Une autre enquête faite pour Avostart, et j'entends Philippe me chuchoter la réponse, 70% des Français qui considèrent que ce terme est approprié. On a repris la même question qu'une enquête d'il y a plus de 20 ans sur le terme sauvageon qu'avait utilisé par Jean-Pierre Chevènement. On a le même chiffre des Français qui trouvent ces termes appropriés quand les mots d'incivilité, les mots de banalisation de la violence exprimés par le président de la République avaient été parus comme en décalage avec le ressenti des Français dans cette rentrée très sécuritaire, même si la sécurité ne résume pas l'état d'esprit des Français, inquiets sur le chômage, inquiets sur les questions sanitaires et toujours préoccupés par les questions environnementales. Alors juste Frédéric Davy, pour terminer avec vous, alors Jean Castex prend 7 points, Emmanuel Macron 3 points, Nicolas Sarkozy lui prend 6 points. Comment on peut l'expliquer? L'effet livre, peut-être, qui a été un best-seller, son livre. Alors, l'effet livre, vous avez raison, mais je pense que surtout dans un paysage de droite qui est relativement encombré, où LR n'a plus le monopole de l'espace de la droite républicaine, clairement, Nicolas Sarkozy reste un totem, un peu pour les Français, surtout pour les sympathisants de droite, quand on a François Baroin, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, qui sont à des niveaux élevés de popularité, mais qui n'arrivent pas à décoller, avec un Jean Castex très majoritaire dans l'électorat de droite. On a bien cet espace de droite particulièrement attaqué par le couple exécutif, ce qui rend la situation de LR compliquée à un an et demi d'élection présidentielle, même si, soyons très prudents sur l'offre électorale et sur ce qui se passera d'ici avril 2022. Allez, pour terminer, on va faire un petit cadeau à Philippe Bilger. Elle prend 8 points, c'est une femme. Philippe, vous avez deviné? Non. C'est Ségolène Royal. Mais je n'osais pas le dire. Vous n'auriez pu. Mais Frédéric, est-ce que on a intégré dans ce sondage la probable abstention de François Baroin ou pas encore? Alors, la question, c'est bonne opinion, mauvaise opinion. Donc François Baroin se déclare ou pas. Pour l'instant, l'enquête a été faite vendredi, samedi. Je pense que les Français ne sont pas sur une logique d'intérêt particulièrement fort pour une candidature aujourd'hui. Mais en tout cas, attendons que ce vrai faux suspense peut-être soit levé par le maire de Troyes. Merci à vous, Frédéric Dabi. Voilà pour ces enseignements, les tableaux de bord des personnalités, Paris Match, Sud Radio, IFOP, Fiducial. Et on passe tout de suite au clin d'œil des vraies voix. Jean-Marie, ce soir, le clin d'œil vous emmène à Bordeaux à cause d'une histoire de gel hydroalcoolique. Une bagarre improbable a éclaté dans une église. Absolument, en pleine messe, Philippe, quand on vous dit que le Covid nous rend fous, en tout cas nous sommes tout fout le camp, Philippe Bilger. Nous sommes dimanche à l'église Notre-Dame de Bordeaux. Un père pignanais de 73 ans entre, il veut assister à l'office. Il tombe nez à nez avec un bénévole de la paroisse qui lui tend un flacon de gel hydroalcoolique. Alors le père pignanais est surpris et lui dit qu'il refuse de se désinfecter les mains. Évidemment, s'ensuit une discussion animée avec le bénévole qui lui explique que c'est obligatoire depuis le confinement. Mais rien à faire, le père pignanais ne veut pas se désinfecter les mains. Du coup, le bénévole insiste et à la fin, il perd patience et lui verse de force du gel sur les mains. Vous imaginez bien que le père pignanais est furieux et il veut se venger. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'essuie les mains sur le pantalon du bénévole de la paroisse. S'ensuit une discussion de plus en plus animée. Nous sommes toujours en pleine messe, je vous le rappelle. Et à un moment, le père pignanais sort de l'église. Là, vous vous dites, Philippe, que c'est fini. Mais non, pas du tout. Le père pignanais revient dans l'église, menaçant avec un petit objet métallique. On ne sait toujours pas si c'est une lime à ongles ou un petit couteau. Mettez-vous à la place du bénévole qu'il voit s'avancer vers lui. Il a peur, il veut se protéger. Qu'est-ce que fait le bénévole? Il jette à nouveau du gel hydroalcoolique, cette fois-ci sur le visage du père pignanais, qui sera au même moment maîtrisé par un troisième homme. Le tout, évidemment, termine en garde à vue. Et vous vous dites bien qu'à la fin, le père pignanais n'a pas pu assister à sa messe. Et puis surtout, quelle triste image des habitants de Perpignan. Voilà, tout ça à cause d'un gel hydroalcoolique. Mais il est important, ce gel hydroalcoolique, et les
masque aussi, bien sûr. Allez, merci à vous, Laura Tenucci, Philippe Bilger, Clotilde. On n'a pas beaucoup de temps. Très vite. Devant les tribunaux, lorsque un avocat plaide pour la première fois, le tribunal lui dit bravo, maître. Bravo à Clotilde Le Petit. Bravo à vous. C'était sa première dans Les Vraies Voix ce soir. Merci Laura. Merci. Et dans un instant, les vraies voix qui font bouger la France, Jean-Marie. Tout à fait. Les voix de l'emploi, notamment avec Yves de Risbourg ce soir pour la première et pour toute la saison, a priori. Sur et voilà, à tout de suite.